Non, finalement, on va commencer avec les retraites. Voilà. Non, parce que France-Allemagne nous va faire tirer un fil qui va nous amener à l'Europe, à l'innovation, à tout ça. Enfin bref. Et puis à Xi Jinping, pour finir, avec André Le Scruc-Pietri. Salut André, donc le patron de JEDI, Joint European Disruptive Initiative, et avec Wilfried Galland. Salut Wilfried, stratégiste Montpensier Finance. Tiens Wilfried, est-ce que le succès de la manifestation change la donne ? Je pense qu'elle était attendue. Ah non, pas à ce point-là, Wilfried. En fait, compte tenu de la pression considérable qui avait été mise à la fois par les syndicats, par tous leurs relais sur les précédents jours, sur le fait qu'il fallait absolument réussir cette journée et que ça faisait des semaines qu'on en parlait, il était certain, alors oui, effectivement, 1,2 million, c'est beaucoup. Jamais vu depuis 30 ans. Que cette journée allait être une grosse réussite. La question maintenant, c'est la dynamique. Tout ce qui compte dans le cadre d'une confrontation comme celle-là, si on raisonne économie et théorie des jeux, c'est est-ce que c'est plus cher pour moi de continuer ou est-ce que c'est plus cher pour moi d'arrêter et de battre en retraite ? Et ce qui rend les choses, ce qui change les données de l'équation, c'est est-ce que vous avez en face de vous une dynamique ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une dynamique sociale qui se met en place ? Ce qui s'était mis en place en 95, c'est-à-dire qu'au début, il y avait des coups et ensuite on était monté progressivement. Ou est-ce que c'est pas le cas ? Et donc, je dirais que tout va se jouer plutôt courant du mois de février, parce que si en fait on part d'1,2 million, c'est énorme. Et si on part d'1,2 million et qu'ensuite on va vers 1,8 million, ce qui sont déjà des chiffres très importants, ce sera difficile de ne pas avoir des commentaires en disant une manifestation certes très importante, mais légèrement en retrait par rapport au premier cortège. Et donc, voilà, moi j'étais un petit peu étonné d'avoir une date relativement lointaine, c'est 15 jours après. Donc voilà, il va falloir maintenir une C'est certaine... pour ça, la date elle est lointaine, parce que justement ils veulent être sûrs de pouvoir remobiliser à la hauteur. Voilà, c'est toujours difficile de relancer toujours au même niveau, voire encore plus. Donc on va attendre. C'est probablement durant le courant du mois de février que ça va jouer, parce que ça va être coïncident avec les débats à l'Assemblée nationale. Donc tant qu'on n'a pas ça, je pense que c'est difficile de se prononcer. En tout cas, moi je ne me prononcerai pas. André ? Je ne vais pas du tout avoir une lecture, on va dire, de politique politicienne, désolé. Mais c'est intéressant la politique politicienne, ça c'est un moteur. Mais c'est le moteur. Mais moi, cette mobilisation qui pour moi est effectivement monstre, c'est quand même important, 1 million de personnes, ça montre qu'on n'a vraiment pas réussi dans ce pays à mettre l'avenir dans le débat politique. C'est simple, on s'intéresse à des choses techniques. J'ai d'ailleurs toujours pas compris, en n'étant pas technicien, ce que ça veut dire paramétrique, pas paramétrique. Enfin, tout ça, c'est pas l'enjeu. Ouais. C'est quoi l'avenir de nos enfants ? C'est quoi l'éducation ? C'est quoi le monde autour de nous qui est en train de changer ? Et en fait, on n'arrive pas à réconcilier la classe politique qui est intéressée sur ces sujets de retraite et le reste du pays. Et l'autre chose, il faut bien l'avouer, c'est qu'il y a quand même une grande partie de nos concitoyens qui ne voient pas les fruits de la croissance depuis un bon moment. Alors, les inégalités, certes, n'ont pas augmenté autant qu'elles ont augmenté dans le reste du monde, mais on n'a plus ce désir d'avenir, désolé pour la mauvaise référence politique. C'était Ségolène Royal, ça. Oui, c'était Ségolène Royal, mais où est-ce qu'il est la discussion sur la recherche ? Où est-ce que c'est la discussion sur Tiens, on va voir, parce que c'est tout à fait la thématique de l'édito d'Éric Le Boucher, qui disait, voilà, parlez-nous de choses plus importantes que notre aide. C'est-à-dire que ça va capter en plus de l'énergie et du temps. Et ce dont on ne parle pas du tout, pour un détail, quoi. C'est la réforme de l'État. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent pour les retraites ? Parce qu'on n'arrive pas à économiser ailleurs. Donc, à un moment, ces sujets-là, aujourd'hui, partent sous le tapis et c'est terriblement regrettable. Ouais, c'est un gars qui décrivait ça, il disait, mais donc vous avez une fuite. Donc là, on nous dit, il va falloir davantage de sacs de sable pour éviter l'inondation. Mais personne ne dit qu'il faut réparer la fuite. Non. Ouais, c'est... Très bonne image. Oui, c'est une bonne image. Ouais, c'est une bonne image. Ouais, c'est une bonne image. En fait, je trouve que on est tellement habitué à avoir des fuites dans tous les sens, et il y a tellement de responsables de fuites qu'on n'ose pas. On ne sait plus comment réparer la fuite. Voilà. Et on ne sait plus comment faire. Ouais. Et effectivement, on a un véritable sujet, et on le sait en France que le véritable sujet... On a perdu le plan du schéma de tuyauterie, complètement. Exactement. Ouais. C'est globalement la quantité de travail nécessaire pour maintenir nos dépenses sociales qui sont absolument considérables, mais ça, personne ne le dit. On est en train, effectivement, de faire des calculs de l'apothicaire en disant, mais alors, est-ce que c'est 10 milliards de déficit ? Est-ce que c'est en prenant en compte la productivité ? Quelle hypothèse ? Alors qu'en fait, le sujet, c'est on a besoin de plus en plus de quantité de travail avec une démographie qui baisse. Donc, il faut que chacun travaille davantage, parce qu'on a besoin de tellement pour un système qui est de moins en moins efficace. Mais ça, effectivement, l'efficacité du système, on ne se pose pas la question.
Et probablement un des ressorts, moi j'ai eu la chance d'aller pendant une semaine à Davos. Mais oui, tu vas nous raconter ça. La grande discussion à Davos, c'était qu'en fait le rapport au travail a totalement changé. Et c'est quand même assez incroyable d'entendre qu'aux États-Unis, la loyauté a disparu. Enfin, apparemment, on a tellement pressurisé le système pendant les 20-30 dernières années qu'aujourd'hui, avec cette espèce de remise à plat qu'a été la pandémie, aujourd'hui, on est sur un cynisme complet des salariés. Le fait que beaucoup de salariés aujourd'hui ne voient plus le travail comme un accomplissement personnel. Il y a le travail et il y a ce qui se passe. Donc, ils sont en train de devenir un tout petit peu plus européens. Mais est-ce qu'on se pose ces questions sur c'est quoi le travail, c'est quoi une année travaillée? Ces discussions un petit peu philosophiques probablement permettraient de faire beaucoup plus nation et de se poser la question pourquoi il faut travailler plus, moins, certains, la pénibilité, etc. Et ces discussions-là... Mais il a essayé, le président de la République, il a essayé. Parce que, je le disais la semaine dernière, tu as une forme de cohérence entre l'apprentissage, la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Mais c'est vrai que c'est vu toujours sous l'aspect de la contrainte. La réforme de l'assurance chômage, c'est la contrainte. C'est vrai qu'il a perdu complètement l'élan qu'il a pu avoir il y a quelques années. On va parler du franco-allemand, mais moi j'ai été frappé par les deux discours de la Scholz et de... Mais attends, d'abord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup trop lyrique quand on explique aux Français. Ouais. Je pense que c'est un projet d'avenir... Attends, tu as dit le contraire tout à l'heure. Non, un projet d'avenir ne veut pas forcément dire être dans les sphères éthérées que seuls quelques participants à des dîners parisiens comprennent. C'est aujourd'hui le cas. Moi, je ne comprends pas tout ce que dit Emmanuel Macron. Et je pense avoir plutôt quelques bagages pour le comprendre. Donc il faut un tout petit peu... Je rappelle cette anecdote qui est croustillante. Alors je ne sais pas si elle est vraie. C'est peut-être un fake news que je diffuse ici. Henri Krasuki, qui était... pour ceux qui ont moins de 50 ans ne le connaissent plus, mais qui était le leader historique de la CGT des années 70-80. Avait apparemment un doctorat d'État de philosophie. Et en France, un doctorat d'État, ça veut dire quelque chose, c'est pas le doctorat qu'on obtient en Allemagne après 5 ans d'études. Il avait pris le parti de réduire volontairement son champ lexical pour être compris d'une plus grande partie. Il avait même ce fameux tic de langage qui, dit-on, était vous savez, cette espèce de bégaiement qui, semble-t-il, était un tout petit peu forcé pour faire un peu plus... Pour faire peuple. Pour faire peuple. Et l'idée, c'est ça. C'est très dangereux, ça. Évidemment qu'il y a un risque d'émago absolu. Absolu. Il y a un risque d'émago absolu. Mais ce que je veux juste dire, c'est sur cet espoir de champ lexical, il faut être compris par une grande partie de la population. Quand on n'est pas compris, sa vision n'est pas comprise. Elle peut être extraordinaire, elle peut être lyrique, elle peut être littéraire. Et c'est formidable d'avoir un président littéraire. Mais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est qu'on ait une vision qui ne sera jamais partagée par les extrêmes, mais au moins 60-70% de la population. Aujourd'hui, vous avez 25% de la population qui comprend. Ce que De Gaulle avait dit, trouvez-moi un agrégé sachant écrire. Quand il cherchait Pompidou, voilà. Mais quand on se plonge dans certaines archives de l'INA sur des radios-trottoirs sur qu'est-ce que vous faites de vos loisirs, ne serait-ce que dans les années 70 ou 80, c'est pas le même niveau de vocabulaire qu'on a aujourd'hui. Hein. Mais ça, c'est frappant. Alors, c'est bizarre que tu parles de ça. C'est quelque chose qui me frappe. Mais c'est incroyable. Incroyable. Et donc, on a baissé le niveau d'une façon mais extraordinaire en termes de champ lexical. Donc, à un moment donné, penser à un monde complexe, ça nécessite un minimum de richesse de langage. On pourrait philosopher sur le langage pendant longtemps, mais c'est nécessaire. Et là, effectivement, on se heurte à un véritable problème. C'est-à-dire comment faire comprendre, comment instiller profondément la notion de complexité dans un monde qui le refuse, qui voit les idées simples, en fait. Oui, mais là, on n'est pas quand même dans un truc complexe. Quand on dit, dans les années 60, il y avait 4 cotisants pour un retraité, et qu'en 2050, on sera 1 pour 1, la pédagogie, il n'y a quand même rien de plus simple. Ouais, mais ça passe pas. Mais c'est pas de la pédagogie, c'est factuel. En fait, c'est... Non, on répond, les riches ont de l'argent, il faut leur prendre. C'est ce qui résonne avec ce que disait André. C'est ce que The Economist, et j'ai repris le terme, appelait l'économie à somme zéro. C'est-à-dire, en fait, on raisonne en disant, si moi j'ai quelque chose, ça veut dire que... Si moi je n'ai pas quelque chose, ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a, donc je dois prendre à cette personne. Ouais. On raisonne en l'économie étant, effectivement, un champ à somme zéro, c'est-à-dire un gâteau à se partager, ouais. Et non pas un système qui crée de la valeur. Ouais. Et à partir du moment où on dit, en fait, s'il y a des riches, ça veut dire qu'il y a des pauvres, et donc s'il y aura moins de riches, alors il y aura moins de pauvres, effectivement, tout est biaisé. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que je devrais travailler, puisqu'il y a de l'argent, puisque les riches en ont.
Et ça, c'est extrêmement compliqué. C'est un raisonnement qui est extrêmement faux, mais qui est extrêmement compliqué de façon simple, pour reprendre tes termes, à casser. Parce qu'effectivement, il faut montrer que l'économie n'est pas un jeu à somme nulle. Non. Et que tout le monde peut y gagner. C'est pas un gâteau qui se partage, c'est une chantilly qui monte quand on l'agite. Exactement. Exactement. Et l'art de la chantilly est un art subtil. Ouais, c'est Étienne Vasmer qui écrit ça, qui sera avec nous. On arrivera à le mettre parce qu'effectivement, c'est un sujet qui t'intéresse et qui moi aussi m'intéresse beaucoup. Et donc là, j'ai essayé de le faire venir, mais ça n'a pas été possible. Mais la prochaine fois, je pense qu'on pourra débattre avec lui de cette question très intéressante. Mais c'est vrai que ce qu'écrit Éric Le Boucher aussi est pertinent, c'est-à-dire que ça va mobiliser, ça va braquer encore plus une société déjà fracturée, et ça va mobiliser du temps public, du temps de parole, de l'énergie sur des arguments à 2 balles, quoi. C'est effrayant en fait. Et d'autant plus que effectivement le syndicat qui était censé être le syndicat réformiste, la CFDT, s'est senti trahi. Et j'ai appris effectivement en lisant JDD ce week-end que quelque chose que j'avais oublié, que le congrès de la CFDT qui avait porté au pouvoir Laurent Berger avait adopté dans le même temps une motion disant la CFDT refuse toute mesure d'âge sur les retraites. Et donc, même si lui peut penser éventuellement quelque chose de différent, on ne le saura jamais, mais il ne peut pas, il est coincé par ça. Et donc on n'a pas effectivement dans le champ syndical, normalement, cette porte de sortie un peu raisonnable qui permet de dire oui, mais en fait, on a quand même un accord ou en tout cas un semi-accord. Mais ça, il faut dire, puis on va arrêter là, parce que mais il faut bien dire quand même que, et ça, on en a parlé, on a tout désossé. La mesure d'âge, autant le paramétrique arithmétique 4 pour 1 il y a 40 ans, 1 pour 1 dans 30 ans est incontestable, autant régler ça par une mesure d'âge plutôt que par des trimestres de cotisation supplémentaires. Mais même les ça ouvre un débat, mais comme le dit... Même les trimestres de cotisation, la motion de la CFDT en même temps que Laurent Berger, c'était y compris en termes d'allonger de la durée de cotisation. Une accélération de la réforme Touraine, c'était négociable. Mais parce qu'ils savaient à ce moment-là, moi je me souviens très bien de ce congrès, ils savaient à ce moment-là que de toute façon c'était plié. Ils savaient à ce moment-là que Macron s'était tellement engagé qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Ça rend les choses très très compliquées en termes de, effectivement, comme tu dis, de positionnement et de fait qu'il y a forcément un des camps qui va se retrouver véritablement à perdre. Et c'est jamais très bon. Non, c'est jamais très bon. Allez voir, on en a monté des extraits d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais... Ah mon Dieu! Bon, je retrouve son nom. L'ancienne DRH de la SNCF qui vient nous voir très régulièrement explique ça remarquablement bien. Quand on n'a rien à céder dans une négo, on n'est pas au mieux pour faire cette négo. André, sinon Davos, qu'est-ce que tu retiens, à part effectivement donc, ce rapport au travail Bon, difficile de résumer cette espèce de... Je sais pas, un truc qui toi t'a frappé sur le... Il y a eu un happening, c'est une sortie de l'ancien vice-président américain Al Gore, qui véritablement s'est emporté et on pense, on sent, autour du climat, que ce n'était pas fin, c'était pas ce qu'il a, mais notamment vis-à-vis des dirigeants en disant nous collectivement nous échouons, les émissions continuent, vous arrivez tous avec vos jets privés. L'anecdote quand même sur Davos, ça se passe dans un petit village qui est un des plus hauts d'Europe, Suisse, il faisait moins 15, donc vous aviez vraiment une chape d'air froid et tout le monde était dans sa limousine, enfin tout le monde, tous les grands dirigeants avaient leur propre limousine qui, comme il faisait moins 15, tournait en permanence pour que surtout les voitures ne soient... Donc vous aviez une pollution sur une rue qui était... Et tout le monde allait d'une réunion climat à une réunion développement durable. Donc ça, ce paradoxe, mais ça à nouveau, ça, on revient sur cette histoire de perception, le climat aussi. Si le climat est perçu comme une contrainte et que les grands dirigeants, les grandes entreprises ne vont pas plus loin que l'approche progressive auquel aujourd'hui elles font face, on va avoir un problème aussi d'une partie de la population qui refusera de faire des efforts. Et on sait bien que si tout le monde ne fait pas les efforts, on n'y arrivera jamais. Mais vraiment, cette sortie d'Al Gore, on sentait qu'il était en colère, voire résigné, en disant on a perdu la bataille. Et vous aviez à côté un professeur que je vous encourage tous à lire, Johan Rockström, qui a parlé des limites planétaires, qui montrait de manière très éloquente qu'en fait, il y avait maintenant un lien entre
l'épaisseur de glace au Groenland, le courant nord-atlantique, le déplacement vers le sud de la mousson qui risque d'être catastrophique pour tout le sous-continent indien en termes d'alimentation. Vraiment des choses assez, malheureusement, très, très, très inquiétantes. Voilà, c'est ça Que du bonheur. Que du bonheur à Davos. Voilà, que du bonheur. Alors ça, il y avait les bonnes nouvelles quand même. Que du bonheur à Davos. Bon, il y a Christine Lagarde, voilà, qui est venue dire. Mais il a raison. Je parlais des bonnes nouvelles. Finalement, c'est presque notre histoire de taux d'intérêt en ce moment. C'est presque l'équivalent des retraites par rapport aux défis qui attendent la France. Parler de taux d'intérêt. Il y avait une bonne nouvelle et elle est tristement paradoxale, c'est qu'en fait la crise économique attendue en 2023, le spectre de cette crise majeure, en tout cas dans les pays développés, s'éloigne. Oui. Les perspectives en Allemagne sont meilleures que prévues, les perspectives en Chine sont meilleures que prévues, aux États-Unis, il y a une pénurie d'emplois, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, mais ça veut dire, les gens, je me rappelle en 2020, tout le monde qui promettait un monde différent, rappelez-vous, il y avait des débats tout le temps, non, le monde a continué comme en 40. Ouais. Et là, Enfin, comme en 40, non. C'est l'expression. Comme en 46. C'est l'expression. Espérons que non, ouais. C'est l'expression, mais 46-47. allez. Ouais. on n'a pas vraiment tiré toutes les conclusions de cette crise et également sur le fonctionnement des États. Et dernière petite chose. Mais vas-y, on a tout le temps, tu sais. Il y avait beaucoup moins en fait de dirigeants politiques. Ouais. Donc tous les grands dirigeants. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, ça redonne un peu à Davos, parce qu'à un moment, c'est vrai que c'est devenu en fait, c'est une sorte de mini sommet du G20 ou du G, tu sais pas quoi. C'était un peu ridicule. G20, ouais, voilà. Ouais. C'est vrai, mais quand même l'intérêt de Davos, c'était qu'on avait enfin dans une même salle ou un grand village virtuel, des dirigeants politiques, des grands leaders des médias, des grands dirigeants d'organisations non gouvernementales et syndicales et le business. C'est quand même devenu aujourd'hui, en tout cas cette édition-là, il y avait tous les grands dirigeants business de la planète, une grande foire commerciale où on rencontre ses partenaires et qui a un intérêt phénoménal. Mais cet aspect interdisciplinaire dont on voit bien qu'on en a besoin pour le climat, pour l'Ukraine, pour tout, il existe un tout petit peu moins. Ce que Klaus Schwab a inventé et qu'il faut lui reconnaître, ce qu'il appelle avec son accent suisse-allemand extraordinaire, le multi-stakeholder approach, donc l'approche avec les différentes parties prenantes, il faut lui reconnaître que ça, il avait bien vu. Il avait bien vu. Multi-stakeholder. Multi-stakeholder. Multi-cultifest. Bien. Wilfried, un mot là-dessus Il y avait au départ, il y avait ce mot que je trouve tout le monde s'excitait sur le concept de polycrise. Ah oui, c'est le fameux. Le fameux truc de polycrise. Exactement, le fameux concept qui a été remis au goût du jour par Nouriel Roubini, voilà. qui n'est jamais en retard d'une catastrophe annoncée. Donc les crises s'entraînent en fait maintenant les unes les autres. En fait, tout le débat qu'il y a autour de ça, c'est que oui, il y a des probabilités, il y a des possibilités plus exactement, que effectivement on ait un peu partout des crises qui se déclenchent et qui s'alimentent les unes les autres. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait et d'autre part, en fait, c'est assez simple, c'est assez simpliste d'enchaîner les probabilités en disant mais finalement tout va aller mal. Nouriel Roubini a eu son heure de gloire au moment de 2007, puisque ça a été un de ceux, avec Abi Joseph Cohen, qui avait vu venir la crise immobilière. La crise immobilière des subprimes. Depuis 2011, il nous dit tout va aller de mal en pis. Et ça fait 11 ans qu'il a tort. Donc c'est vrai que c'est dur pour Nouriel. Et je me mets à sa place et je compatis. Ça va être véritablement très difficile. Donc là, il se dit, là, je vais véritablement avoir raison, puisque en fait, avec le concept de polycrise, il y en a au moins une qui va se déclencher. Donc, et c'est vrai que c'est statistiquement assez probable. Toute la question que j'ai, moi, par rapport à ça, c'est que ça ne sera véritablement une polycrise, même si je le ramène un peu à mon domaine, que si on a un événement financier majeur, une crise financière majeure, qui vient se surajouter à tout ce qu'on vit aujourd'hui, qui bloque en fait les circuits d'approvisionnement, les circuits d'investissement, le flux financier général. On parlait du fait que finalement nos histoires de taux d'intérêt avaient que peu à voir avec la crise climatique. En fait, si, c'est-à-dire que plus on facilite les financements, et plus on va pouvoir effectivement trouver de façon mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Tu vois le problème. Mais moins ce sera douloureux en termes d'allocation. D'accord, mais ce sera un détail à ce moment-là. Si tu as à un moment quelque part émergent, je ne sais comment, une stratégie mondiale pour essayer de limiter nos émissions de CO2,
trouver le pognon, ce serait un détail, j'en suis certain. Mais c'est beaucoup plus facile si en fait le prix du temps est très très faible et On le est prix du d'accord, risque est bien très sûr, très faible. bien sûr. Parce que forcément, Non, moi, ça ce que je sera retiens de forcément à long terme et risqué. Ce que je retiens de cette histoire de Polycris, c'est l'erreur qu'on a commise avec l'Ukraine, c'est-à-dire tu laisses un foyer endémique, donc dans le Donbass, tu le laisses là, tu t'en fous en fait, c'est pas grave, ils sont loin, etc. Et à un moment, ça te pète à la gueule, et quand ça te pète à la gueule, effectivement, là, les conséquences en domino sont maintenant majeures. Voilà. C'est le fameux concept de rhinocéros gris, c'est-à-dire le truc que tu vois effectivement paître quelque part, tu sais qu'un jour ou l'autre, ça va faire beaucoup de dégâts parce qu'il va se mettre à charger, mais tant qu'il est tranquillement en train de brouter, tu dis c'est pas grave, je vais le laisser dans un coin et puis je vais monter mon petit campement à côté, ça va bien se passer. Puis un jour, la bête s'énerve. Voilà. On va marquer la pause maintenant, en fait, et puis ensuite, on ira sur le franco-allemand, sur l'offensive techno-européenne que souhaite André. On va reparler de l'IRA. L'IRA, pas... Parce que pour moi, IRA, à chaque fois, c'est l'Irlande, hein, mais c'est un truc de génération. Oui, je pense. Voilà. Donc de l'IRA américaine, et puis de ChatGPT, évidemment, dans un instant.